Messieurs les secrétaires d'État, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour et bienvenue dans ce forum franco-allemand de l'énergie. C'est la 8e édition. Ce 22 janvier est une date particulière puisque c'est un double anniversaire. C'est la journée franco-allemande, date de la signature du traité de l'Élysée, c'était en 1963, mais aussi les 20 ans de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Ce forum est organisé en collaboration avec le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, le ministère français de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministère fédéral allemand des affaires étrangères et l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Son thème, sécurité d'approvisionnement en France, en Allemagne et dans l'Union européenne, besoin, développement du réseau et interconnexion. Je me présente puisque nous allons passer la journée ensemble. Nathalie Croiset, je suis journaliste spécialiste des questions de transition écologique et donc ravie de vous retrouver à nouveau pour ce forum. Je tiens en premier lieu à remercier tous les participants qui suivent le forum chaque année de plus en plus nombreux. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Également à tous les partenaires du forum pour leur soutien et leur coopération. Vous le voyez, le forum a lieu cette année entièrement en ligne avec traduction simultanée en français, en allemand et en anglais. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les interprètes, Nathalie Pijolet, Sébastien Weitmeyer, Simone Hess, Alexander Schmidt, Hélène Ferguson et Kate Vanovich. Un mot du contexte et puis nous allons passer évidemment au mot d'introduction. On est ravis d'accueillir tous nos partenaires. Le contexte géopolitique actuel, la hausse des besoins en électricité à travers le monde et l'intégration croissante des énergies renouvelables au réseau sont autant de facteurs qui nécessitent de renforcer la sécurité d'approvisionnement. Le programme d'action économique franco-allemand conclu lors du 25e Conseil des ministres qui s'est tenu en août dernier souligne justement l'importance de la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie. Je vous parlerai évidemment tout à l'heure du programme de toute la journée qui va être très riche, mais d'abord place au mot de bienvenue des organisateurs de ce forum. Nous avons commencé avec vous, Monsieur Frank Wetzel. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État au ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Bonjour, Monsieur le secrétaire d'État. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Einen wunderschönen guten Morgen zurück, liebe Frau Corsé, ganz herzlichen Dank. Merci Madame Croiset et merci de m'accueillir. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Moulon, Monsieur Rössler et bien sûr toutes celles, tous ceux qui sont connectés ce matin, qui sont avec nous et qui vont suivre ces débats en cette journée que vous avez qualifiée de journée particulière. Et c'est donc le 8e forum franco-allemand sur l'énergie. Une journée particulière parce que c'est aussi l'anniversaire de l'amitié franco-allemande. Et avec le ministère des Affaires étrangères, nous avons le plaisir, une fois de plus, d'accueillir pléthore d'intervenants de très haut niveau. Et bien évidemment, nous sommes heureux d'avoir un grand nombre de participants. La coopération franco-allemande est essentielle pour le fonctionnement des deux pays, mais aussi pour le fonctionnement de l'Union européenne. L'amitié étroite et stable qui unit nos nations est plus importante que jamais au vu des bouleversements géopolitiques auxquels nous assistons autour de nous. Le Forum franco-allemand de l'énergie est devenu ces dernières années un rendez-vous incontournable des échanges franco-allemands. Vous l'avez dit, Madame Croiset, cette année est une année très spéciale, particulière pour ce format d'échange. En effet, le Bureau franco-allemand pour la transition énergétique fête ses 20 ans d'existence et je tiens à lui adresser à cette occasion mes sincères félicitations. Une cérémonie spéciale sera organisée pour célébrer cet anniversaire, mais permettez-moi succinctement d'évoquer l'importance du bureau franco-allemand. C'est un projet de coopération franco-allemande en matière de politique énergétique et ce bureau franco-allemand travaille sans relâche pour promouvoir, faciliter les échanges entre les acteurs allemands et français sur les questions énergétiques. Monsieur Rössler, Madame Pisotti, félicitations et merci du fond du cœur. Au début de l'année,
En ce début d'année, permettez-moi de faire une petite rétrospective sur l'année écoulée. Et avec le nouveau gouvernement fédéral, ça a relancé les rapports franco-allemands et le président Macron et le chancelier fédéral Merz ont repris un nouveau départ géopolitique et l'énergie joue un rôle déterminant en raison de ses multiples retombées, répercussions sur la politique économique et de ses liens étroits avec les questions géopolitiques. Nous avons adopté en août l'agenda économique franco-allemand et travaillons désormais d'arrache-pied à sa mise en œuvre. Nous voulons coopérer plus étroitement dans le domaine des infrastructures énergiques transfrontalières pour l'électricité et l'hydrogène et simplifier les procédures d'autorisation pour être plus rapides. Nous collaborons plus étroitement sur le marché de l'électricité et la législation européenne dans ce domaine. Et nous voulons également échanger plus étroitement sur les questions difficiles, les défis, tels que les objectifs énergétiques pour 2040. Ce travail commun a montré une fois de plus que la coopération nous permet de renforcer notre sécurité d'approvisionnement et notre marché intérieur commun. Je me réjouis donc par voie de conséquence que la sécurité d'approvisionnement et l'extension transfrontalière des réseaux soient au cœur même des débats de cette journée. Alors, nous sommes habitués à des normes élevées en matière de sécurité d'approvisionnement. Nous devons dès à présent prendre des mesures pour que celles-ci puissent continuer à être respectées à l'avenir. Des incidents tels que ceux survenus en mer Baltique ou le récent incendie criminel qui a touché une partie du réseau électrique ici à Berlin, dans certains quartiers, montrent que nous devons protéger plus efficacement les infrastructures et vérifier, améliorer, optimiser la résilience des infrastructures énergétiques. La sécurité d'approvisionnement ne se limite pas à la prévention des menaces. Nous avons besoin d'un système d'approvisionnement suffisamment diversifié, fiable, dans un système en mutation. Dans le secteur de l'électricité, cela nécessite des investissements dans des capacités contrôlables et dans le développement d'infrastructures énergétiques modernes et transfrontalières, ce qui améliorera la sécurité d'approvisionnement, renforcera notre résilience et consolidera le marché intérieur européen. Dans ce contexte, l'accord de principe conclu avec la Commission européenne sur notre stratégie en matière de centrales électriques est une très bonne nouvelle. Les détails doivent encore être mis au point dans un projet de loi, mais nous avons fait un grand pas en avant et il y aura en prélude à la mise en place d'un marché capacitaire complet, il y aura cette année des appels d'offres pour 12 gigawatts de nouvelles capacités. Il y aura également des appels d'offres permettant de passer des combustibles fossiles à des combustibles neutres sur le plan climatique. Pour garantir la sécurité d'approvisionnement, nous n'avons toutefois pas seulement besoin de centrales électriques, nous avons aussi besoin de réseaux électriques internes et transfrontaliers bien développés. L'Allemagne et la France sont au cœur même du marché intérieur européen. Il est donc plus que jamais indispensable d'envisager la sécurité d'approvisionnement à l'échelle européenne. Et la question essentielle est la suivante: comment pouvons-nous encore mieux exploiter et rapprocher nos potentiels nationaux? Nous devons aller plus loin dans ce domaine. Le renforcement du marché intérieur est essentiel pour garantir des coûts globaux bas et une énergie abordable et sûre pour l'économie européenne et ses citoyens. C'est pourquoi nous avons convenu de soutenir conjointement la poursuite du développement des infrastructures transfrontalières, ce qui concerne les réseaux électriques, mais pas seulement. L'Allemagne et la France renforcent également leur coopération avec l'Espagne, le Portugal, dans le domaine des infrastructures hydrogène. Le fameux couloir hydrogène sud-ouest est appelé à devenir l'une des 8 autoroutes européennes de l'énergie en 2030.
Et dans ce contexte, nous saluons le fait que la Commission ait mis l'accent sur les infrastructures transfrontalières dans ce paquet européen sur les réseaux. Ce paquet constitue une étape importante vers le renforcement du marché intérieur. Merci à M. Jorgensen. L'extension du réseau doit être planifiée de manière plus systématique et la réduction des coûts globaux du système doit être davantage prise en compte. Toutefois, ces propositions ne vont pas assez loin en matière d'accélération et de simplification des procédures d'autorisation. Nous avons besoin de simplification substantielle dans le domaine du droit sur l'environnement. C'est la seule façon de parvenir à une véritable réduction de la bureaucratie et à l'accélération nécessaire. Malgré toutes les différences dans le mix énergétique, la France et l'Allemagne, au cœur de l'Europe, sont unies par un partenariat solide afin de relever ensemble et de manière coordonnée les défis majeurs tels que la sécurité d'approvisionnement. Il est donc essentiel que nous entretenions des échanges intensifs et cette manifestation aujourd'hui offre un cadre important à cet effet. Je me réjouis d'avance de suivre des débats animés qui auront lieu. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, pour cette première introduction à ce forum franco-allemand. On va poursuivre du côté de la France avec Madame Sophie Mourlon, qu'on est ravi d'accueillir, directrice générale de l'énergie et du climat au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Madame la directrice générale, je vous passe la parole pour introduire cet événement et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup à tous. Merci, cher Franck, pour ces mots d'introduction. Je me réjouis également d'être ce matin avec vous pour ce 8e forum franco-allemand et pour célébrer, comme vous l'avez déjà dit, 20 ans de coopération franco-allemande à travers le travail de l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Et en ce jour, vous l'avez dit également, symbolique du 22 janvier, date anniversaire du traité de l'Élysée et de l'amitié franco-allemande. Ce forum aujourd'hui, c'est l'occasion, comme vous l'avez fait, et mes propos vont venir en écho aux vôtres, rappeler l'importance de la coopération franco-allemande et son rôle majeur dans la construction européenne et surtout dans la transition énergétique de l'Union européenne, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Face à l'urgence climatique, nous devons accélérer la transition vers un système énergétique décarboné. L'énergie est au cœur de nos vies, elle est au cœur de notre économie. Et afin de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles importées et de garantir notre résilience énergétique sans remettre en cause nos modes de vie actuels, il nous faut électrifier massivement nos usages énergétiques. L'Agence internationale de l'énergie et d'autres partenaires, et c'est également un point que nous portons à l'échelle européenne, c'est que nous entrons dans l'ère de l'électricité et que cette décarbonation de nos usages, cette augmentation de la résilience de notre économie passe par un mouvement important d'électrification qu'il nous faut réussir ensemble. En France, aujourd'hui, l'électricité représente 27% de nos consommations énergétiques et tous les scénarios de transition montrent que cette part de l'électricité va augmenter et rejoindra des niveaux qui seront supérieurs à 50%. C'est donc un défi massif que nous devons relever ensemble. Cette électrification, le développement massif des énergies décarbonées qui doivent l'accompagner, implique une transformation en profondeur de nos systèmes énergétiques et de nos systèmes électriques. Bien sûr, le fonctionnement de notre système énergétique, et pour encore longtemps, ne repose pas que sur l'électricité et nous devons assurer la sécurité d'approvisionnement et la décarbonation dans tous les domaines. Mais il est vrai que la transformation du système électrique est vraiment majeure et vous l'avez dit, cher Franck, représente un défi à tous les niveaux de la consommation, de la production et également des réseaux, puisque bien sûr, sans les réseaux, tout cela marcherait beaucoup moins bien. C'est donc un enjeu majeur. Il faut que nous adaptions notre système aux nouvelles fluctuations de la production dues à une part croissante d'énergie renouvelable intermittente et aux évolutions de la consommation qui est appelée à croître significativement, même avec des efforts de sobriété et d'efficacité énergétique, en raison de l'électrification des usages et du déploiement rapide de nouveaux usages comme les data centers et l'intelligence artificielle.
Il nous faut aussi garantir en toutes circonstances et au meilleur coût, car la question du coût et de la compétitivité, vous l'avez dit, est centrale. Il nous faut garantir la disponibilité, la fiabilité et la résilience du réseau électrique. Pour cela, vous le savez, la France a choisi un mix électrique équilibré en se fondant sur la base nucléaire dont nous disposons aujourd'hui et que nous allons consolider avec un programme de nouveau nucléaire, l'hydroélectricité, et nous nous réjouissons d'avoir pu avancer avec la Commission européenne vers la résolution d'un contentieux qui bloque les investissements en France dans l'hydroélectricité depuis plusieurs années. Il reste à les traduire là aussi dans une loi, mais vraiment cette relance des investissements dans l'hydroélectricité est pour nous majeure, et le développement des autres énergies renouvelables électriques, solaires, éolien en mer. C'est un défi technologique et stratégique, mais c'est aussi et peut-être avant tout une opportunité pour bâtir un système énergétique à la hauteur de nos ambitions climatiques et de nos valeurs européennes telles que l'innovation, la solidarité et la durabilité. L'énergie, évidemment, ça n'est pas qu'une question de transition écologique. C'est un enjeu majeur de souveraineté et de compétitivité pour l'Europe. Sortir des énergies fossiles importées et des dépendances qu'elles impliquent, et donc, et encore plus sans doute dans les circonstances géopolitiques que nous connaissons en ce début d'année 2026, un défi mais une opportunité majeure et une urgence absolue. La sécurité d'approvisionnement, nous devons l'assurer à court terme avec les mix énergétiques que nous avons aujourd'hui. Et vous avez rappelé, cher Franck, les enjeux que cette sécurité énergétique à court terme présente. Et en cela, la coopération franco-allemande et la force et l'unité et la responsabilité de l'Union européenne sont majeures. Nous devons garantir la résilience de nos infrastructures à court terme, la diversification de nos approvisionnements. Mais surtout, nous devons investir pour l'avenir de nos réseaux énergétiques et en particulier pour l'avenir de nos réseaux électriques, vous l'avez dit. Je vous rejoins à me réjouir que le paquet réseau sur les réseaux de la Commission européenne apporte un certain nombre d'avancées en la matière. Je pense que nous avons encore du travail et le couple franco-allemand a beaucoup à bâtir pour faire de ce paquet réseau un véritable outil au service de la consolidation et du développement de nos réseaux électriques. Nous croyons en particulier qu'il est essentiel que la planification des infrastructures électriques se fasse sur des analyses approfondies conduites par les États membres et fondées sur des revues entre pairs sur l'évolution de nos mix énergétiques et les transformations qu'elles imposent, avec la responsabilité pour chaque pays de conduire ces transitions de manière ordonnée et la responsabilité collective de planifier ensemble, dans le respect de nos mix énergétiques, la croissance des réseaux. La France se trouve à la croisée du système électrique de l'Europe de l'Ouest et donc il nous semble très important de construire cette transition ensemble. C'est d'ailleurs un des sujets qui va se trouver au cœur de la présidence française du G7 cette année, puisque la France assure la présidence du G7 cette année, et ces enjeux de transformation énergétique, de transformation des réseaux, de place de l'intelligence artificielle et de stabilité des réseaux vont être au cœur de nos travaux. L'année 2025, vous l'avez rappelé, a été l'occasion d'une relance franche de la relation bilatérale franco-allemande sous l'impulsion de nos chefs d'État. Je me réjouis vraiment de la poursuite de nos travaux bilatéraux pour cette année 2026. Le moteur franco-allemand, le couple franco-allemand est essentiel au cœur de l'Europe et nous portons la responsabilité de cette excellente coopération. En capitalisant sur nos complémentarités, tout en tirant les leçons des crises récentes, le partenariat franco-allemand incarne une Europe capable de surmonter les crises et de conduire la transition énergétique mondiale en bâtissant un avenir énergétique résilient, décarboné et durable, basé sur l'innovation, la responsabilité et la coopération. Et pour bien coopérer, il nous faut nous comprendre, il nous faut travailler ensemble, discuter,
analyser, approfondir nos analyses, partager les résultats et passer quelques heures de vol ensemble pour construire cette vision partagée de l'avenir. Je me réjouis donc de nos échanges aujourd'hui lors de cette 8e édition du Forum franco-allemand. Je remercie à nouveau l'OFAT pour l'organisation de cette journée qui va nous permettre, j'en suis sûre, pour avoir participé aux précédentes éditions, des échanges riches, nourris et qui nous feront avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice générale. On a bien entendu tous les enjeux et la montée en puissance, on va dire, de la coopération franco-allemande qui illustre bien ce forum. Et vous parliez du paquet européen sur les réseaux. Nous allons accueillir dans un instant Madame Dite Juul Jorgensen, la directrice générale de l'énergie à la Commission européenne, qui pourra nous en dire plus sur ces enjeux. Mais on continue évidemment cette introduction avec les organisateurs de ce forum et on est ravi d'accueillir Monsieur Bernard de Coach. Merci d'être avec nous, Monsieur le secrétaire d'État au ministère fédéral des Affaires étrangères. Monsieur le secrétaire d'État, je vous passe la parole pour cette nouvelle introduction. Ja, merci beaucoup, Mesdames les Directrices Générales, lieber Frank Wetzel, lieber Herr Rösner, sehr geehrte Damen und Herren. Monsieur le secrétaire d'État Wetzel, cher Monsieur Rösner, Mesdames et Messieurs, Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Également au nom de notre ministre, Dr. Johann Wadefuhl, en ce jour où nous célébrons l'amitié entre la France et l'Allemagne, aussi ici au ministère des Affaires étrangères. Dieses jährliche Treffen hat sich in kurzer Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil. cette rencontre annuelle est vite devenue un élément incontournable de notre coopération franco-allemande. Donc je tiens à remercier l'OFAT pour avoir organisé ce forum et son travail depuis maintenant 20 ans pour le dialogue et la coopération entre nos deux pays en ce qui concerne la transition énergétique. Les questions d'un approvisionnement énergétique sûr est l'un des plus importants défis. Le partenariat franco-allemand revêt une grande importance. Ce forum nous offre une occasion d'apprendre et d'appliquer les leçons et les décisions de Toulon. Nous voulons continuer à développer nos marchés énergétiques d'ici 2050. C'est pourquoi nous nous efforçons d'harmoniser davantage notre politique énergétique dans l'intérêt de l'Europe. Notre objectif est clair, c'est la neutralité climatique d'ici 2050, tout en renforçant sa résilience et sa compétitivité. Nous devons saisir les opportunités offertes par le boom de l'électrification et des technologies propres pour l'économie européenne, qui résultent également des progrès réalisés par d'autres pays, notamment dans le sud global. Nos deux pays doivent coopérer en ce qui concerne les technologies de stockage, par exemple. Nous faisons face à des défis similaires. Les questions de l'énergie et les coûts de l'énergie n'ont pas seulement des conséquences sur l'économie, mais sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Donc, un des sujets les plus importants pour l'avenir de nos sociétés. Pour cela, il est très important de continuer et d'approfondir cet échange. Aujourd'hui, 3 thèmes essentiels seront au centre de nos discussions. Premièrement, l'intégration européenne comme clé de la sécurité d'approvisionnement. Une intégration européenne plus profonde est indispensable pour garantir l'approvisionnement énergétique. Cela implique le développement systématique des réseaux électriques, l'harmonisation des réglementations énergétiques et une coopération renforcée en matière de diversification de l'approvisionnement énergétique. La feuille de route Repower EU est une étape importante dans cette direction que nous devons poursuivre ensemble. Il est urgent de mettre fin à toutes les importations d'énergie fossile et nucléaire en provenance de Russie afin de priver le trésor de guerre russe de nouveaux fonds. Nous devons nous concentrer sur le développement et la mise en œuvre des technologies vertes, en particulier la production d'hydrogène vert. Deuxièmement, l'extension du réseau comme base de la transition énergétique. L'extension de notre infrastructure de réseau est un aspect central pour une transition énergétique réussie.
Seule la modernisation et l'extension des réseaux nous permettront d'intégrer et de distribuer efficacement la production croissante d'énergie renouvelable. Concrètement, cela signifie supprimer les obstacles bureaucratiques afin d'accélérer les investissements et de faciliter la mise en œuvre des projets. Le paquet réseau de l'Union européenne y contribuera de manière importante. Et troisièmement, les interconnexions comme épine dorsale de l'approvisionnement énergétique européen. Les interconnexions internationales permettent non seulement le commerce transfrontalier, mais elles renforcent également la sécurité d'approvisionnement et réduisent les coûts énergétiques. Il est donc essentiel de renforcer les connexions existantes et d'en créer de nouvelles afin de rendre l'approvisionnement énergétique européen dans son ensemble plus stable et plus résilient. La France et l'Allemagne ont la responsabilité d'aller de l'avant ensemble et de montrer l'exemple. Seule une politique énergétique européenne forte et commune nous permettra de réduire nos dépendances, de lutter efficacement contre le changement climatique et de garantir notre compétitivité. Profitons de ce forum pour approfondir le dialogue, intensifier la coopération et poser les jalons d'un avenir énergétique sûr et propre en Europe. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. J'ai eu un petit temps de connexion. Ma caméra va apparaître. Merci à vous, monsieur le secrétaire d'État, pour ces propos introductifs. Et donc, pour terminer ce tour de table de ces mots de bienvenue, nous sommes ravis d'accueillir monsieur Sven Rosner, le directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Je vous passe la parole. Merci Nathalie. Sehr geehrter Staatssekretär Wetzel, sehr geehrter Staatssekretär Kotsch, Madame la Directrice Cher Générale, Monsieur le secrétaire d'État Wetzel, Monsieur le secrétaire Kotz, chers amis. Bonjour et bienvenue au nom de l'OFAT pour ce 8e Forum franco-allemand de l'énergie. C'est pour nous un grand honneur de pouvoir figurer aujourd'hui avec le ministère fédéral de l'économie et du climat et de l'énergie, le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministère fédéral des Affaires étrangères parmi les co-organisateurs. Le 22 janvier est un jour particulier pour nous car c'est le jour de l'amitié franco-allemande. Nous ressentons un nouveau souffle dans ces relations si particulières depuis la dernière édition du Conseil des ministres franco-allemands qui a eu lieu fin août à Toulon, pendant lequel les gouvernements de la France et de l'Allemagne se sont mis d'accord sur un programme de travail à la fois pragmatique et ambitieux, également dans le domaine de l'énergie. Sur ce point, les convergences ont été mises en avant pour dégager des axes de travail dans les thématiques de la compatibilité des mix énergétiques et les systèmes, dans les problématiques des prix d'électricité, des marchés et pour l'hydrogène. Avec ce programme de travail, nos deux pays ont modernisé leur feuille de route et tournent leur regard vers l'avenir. Car le futur est un univers d'opportunités illimitées si on est prêt à les saisir. En effet, si l'Europe possède aujourd'hui le système énergétique le plus fiable et performant du monde, nous devons comprendre cela comme un avantage concurrentiel pour nos économies. Ceux parmi nous qui ont voyagé dans d'autres pays de l'OCDE, par exemple aux USA, savent qu'une disponibilité du réseau quasi permanente n'est pas acquis partout. Le niveau de notre sécurité d'approvisionnement électrique est donc un élément qui distingue l'Union européenne des autres régions, mais elle se mérite chaque jour. Et si les technologies de génération changent d'une approche pilotable vers plus de volatilité, le système doit tenir compte de cela, comme il doit également être préparé pour une électrification croissante des usages. Des dépenses colossales sont nécessaires pour ce renouvellement et le développement des réseaux, environ 80 milliards d'euros par an pour l'Union européenne sur une durée de 15 ans. Mais à long terme, ces investissements vont non seulement permettre à l'Europe de conserver son avantage concurrentiel de la sécurité d'approvisionnement, mais ils vont également permettre une réduction massive des dépenses pour l'importation des carburants fossiles. Cela n'aura pas seulement un impact positif sur nos bilans de commerce extérieur, mais aussi sur nos bilans carbone.
La résolution du trilemme de la politique énergétique, qui cherche à trouver l'équilibre d'une énergie abordable, stable et propre, passe donc indéniablement par le système et donc par la sécurité d'approvisionnement. Nous nous réjouissons d'ores et déjà des interventions passionnantes sur ces aspects tout au long de cette journée avec une grande variété d'experts de premier rang du monde de l'énergie, mais nous terminerons la journée avec Lydie Lescarmotier, une glaciologue. Si nous regardons aujourd'hui vers l'avenir, nous sommes aussi conscients du fait que là, c'est uniquement possible si nous comprenons le passé. À cet égard, les glaciers sont les livres d'histoire les plus complets et les plus anciens de notre planète. Mais ils sont en voie de disparition à cause du changement climatique. Dans les Alpes, on peut désormais compter en décennies les années qui leur restent. Ils sont en quelque sorte donc le sablier du changement climatique et leur disparition entraînera des phénomènes qui vont impacter notre vie à tous au quotidien. Un homme m'a introduit à ce monde incroyable pendant ma jeunesse et vous allez probablement deviner son nom si je vous donne comme indice le Groenland et le prix Nobel de la paix. Vous avez bien deviné, j'imagine, je ne parle pas de Donald Trump, je parle de Fridtjof Nansen, bien sûr, qui a probablement en premier su passionner avec ses récits le monde pour la neige, la glace et les pôles en particulier. Mais au-delà de ça, c'était un homme qui refusait de rester dans une petite case thématique. Le passage nord-ouest l'intéressait au même titre que l'immigration ou le droit des peuples. À travers ses différents travaux, il s'est aussi forgé une certaine vision du monde et l'être humain. Parmi les convictions qu'il nous a confiées se trouve la suivante. L'histoire de l'humanité est celle de la course perpétuelle des ténèbres vers la lumière. Il est pour cette raison absurde de discuter de l'utilité de la science. L'humanité cherche à savoir. Si elle cesse de le faire, elle ne mérite plus ce nom. Voilà tout un manifeste. Ces mots me rassurent quand nous parlons à l'OFAT de l'utilité de notre travail, alors que tant de monde semble se précipiter pour déléguer le travail cérébral à l'intelligence artificielle. Si l'humanité veut poursuivre son périple vers la lumière, elle doit rester en capacité de décider d'elle-même ce qu'elle veut et donc aussi de s'informer et de débattre pour pouvoir se concerter. C'est dans cette idée que l'OFAT a été créé il y a 20 ans maintenant pour une réflexion basée sur des faits et un apprentissage commun. 20 ans sont presque une éternité dans le monde de l'énergie, avec une évolution permanente des sujets, avec des vérités acceptées et des alliances qui se créent et qui se défendent. Tout cela rend le sujet de l'énergie passionnant, mais ce sont surtout toutes les rencontres incroyables que nous avons pu faire pendant ce périple qui rendent cette aventure si inspirante. Lors de l'édition 2025 du forum, André Poschmann était intervenu comme nous l'avons toujours connu à l'OFAT, plein d'énergie et de conviction, très stratégique et toujours avec un sourire si malin qui lui était propre. André nous a quittés juste avant Noël. Nos pensées vont vers sa famille personnelle et professionnelle et nous souhaitons lui rendre hommage aujourd'hui. Merci à toutes et à tous qui ont rendu cette conférence possible, au ministère pour leur soutien, aux intervenants, à toi Nathalie pour la modération et aux interprètes, aux techniciens, à mes collègues et bien sûr aussi à vous, cher public. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Bonne conférence à toutes et à tous.
Merci beaucoup Sven Rosner pour cette introduction. Vous avez parlé de la fin du forum. C'est vrai que nous aurons une glaciologue, hein, Lydie Lescarmotier. Nous accueillerons aussi le professeur Zolé Tselleux qui va nous parler notamment carbone, forêt, sol. Vous voyez, on va prendre un peu de hauteur aussi par rapport à ces sujets. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je tiens encore à remercier vraiment tous ceux qui ont introduit. Merci madame, merci messieurs pour l'introduction de ce forum. Pour ce qui est du programme, la matinée va être consacrée au cadre européen ou aux futurs scénarios relatifs à la demande d'électricité et au développement des réseaux. L'après-midi, nous parlerons plus spécifiquement sécurité, fiabilité et développement du réseau. Et il sera aussi question du dimensionnement et du financement du futur système énergétique parce qu'évidemment, c'est un point important. Juste quelques petits mots pratiques, un rappel à tous ceux qui vont intervenir. Merci de faire en sorte de parler le plus lentement possible et d'éviter les abréviations pour faciliter le travail de nos interprètes. Les présentations, ça c'est pour ceux qui nous suivent en ligne, les présentations et les vidéos du forum seront publiées le 5 février sur le site de l'OFAT et seront disponibles au téléchargement pour toutes et tous. Et un mot aussi des questions, puisque les présentations vont commencer. Vous pourrez poser vos questions dans le chat et ensuite je les transférerai à nos intervenants. On va donc commencer par la première partie. Je dois intervenir ou Merci beaucoup, merci madame, dites Yul Jorgensen. C'est juste que je dois faire une petite introduction. On avait un petit jingle Très bien. introductif. On est ravis de vous accueillir puisqu'on va parler du cadre européen. On l'a déjà évoqué largement, vous l'avez entendu en nous rejoignant lors de l'introduction et des scénarios futurs pour la demande en électricité. Nous allons revenir avec vous sur le paquet européen sur les réseaux et les besoins à horizon 2050. Merci à vous donc madame Dite Yul Jorgensen, directrice générale de l'énergie à la Commission européenne. Je vous passe la parole pour 20 minutes. Si vous avez des slides, n'hésitez pas à dire slide suivante. Et donc, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez poser les questions. Merci à vous, Madame la directrice générale. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup pour l'invitation. Guten Morgen an alle, lieber Staatssekretär Wötzel, lieber Frank. Bonjour, Herr cher Koch, secrétaire d'État chers Franck, amis. Monsieur Koch. Mes remerciements pour l'invitation ce matin. C'est un honneur et une bonne occasion de discuter les réseaux, la sécurité d'approvisionnement pour l'électricité et plus. I am going to switch into English to be Je vais fair. donc maintenant passer à l'anglais. Et donc, merci pour cette opportunité et félicitations à toutes et à tous pour le 20e anniversaire. Je vous propose de commencer par la première planche et je vais commencer par parler du contexte géopolitique que tout le monde connaît et surtout son aspect énergétique avant de voir ce que nous allons faire en termes d'électrification. Et puis je parlerai aussi de la sécurité d'approvisionnement à travers tous les pays de l'Union européenne. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à un changement dramatique en profondeur au niveau de la situation géopolitique avec l'invasion russe au mois de février 22 en Ukraine, la crise énergétique qui a suivi en 22, 23, 24. On y est toujours. Il y a eu ces attaques sur Nord Stream en mer Baltique. Il y a eu des attaques sur des câbles sous-marins dans la mer Baltique. Et donc on voit bien que notre infrastructure critique à travers l'Union européenne est de plus en plus la cible d'attaques hostiles. Et nous avons vu à Berlin ce qui semble là encore être une attaque. 45 000 foyers ont été impactés. C'est la réalité. Ça fait partie de la sécurité énergétique et c'est aussi une dimension dynamique. À travers l'Union européenne, ensemble, nous avons rapidement réagi. Tout d'abord pour répondre à l'invasion russe de l'Ukraine au niveau de l'énergie, ensemble avec les 27 chefs d'État qui se sont rencontrés à Versailles au mois de mars 2022, de diminuer peu à peu l'énergie fossile russe. L'aspect gaz est connu et donc il y aura sur ces importations des interdictions
et ce qui est important quand on voit le rôle que le gaz a joué pour l'Union européenne pendant des années. Nous avons également vu que cet aspect d'armement au niveau des énergies fossiles, hein, on en fait des armes littéralement pour ainsi dire. Alors il y a le changement climatique, oui, mais il s'agit aussi de notre sécurité. Il s'agit de la sécurité d'approvisionnement pour les consommateurs européens et il faut que ce soit aussi abordable. Les deux sont liés. Alors, je ne vois pas les planches sur mon écran. J'espère que vous les voyez. Nathalie, vous pouvez me confirmer ça? Oui, oui, on voit très bien vos planches. Donc la première planche, c'est pour vous faire un peu ce tour d'horizon et pour vous montrer aussi la dépendance des matières premières critiques chinoises. C'est une partie critique de notre chaîne de création de valeur pour notre sécurité à travers l'Union européenne. Donc la transition énergétique, bien sûr, est nécessaire en termes de sécurité, mais c'est accompagné quand même de certains risques. Les minéraux critiques, par exemple, où le traitement global est énormément concentré sur un certain nombre de produits qui font partie de notre chaîne de création de valeur. Il y a d'autres dépendances encore, donc la Chine, Clean Tech, pour l'uranium enrichi. Là encore, c'est important pour nos activités énergétiques. Nous avons une forte dépendance. Les raffineries également, eh bien, ont diminué leurs activités en Europe au cours de ces dernières années, ce qui apporte bien évidemment des challenges en termes de transition, parce que ce n'est pas qu'une question d'énergie fossile, mais aussi de combustible clean. Donc nous devons renforcer notre autonomie, comme cela a été identifié par la présidence actuelle, et comme vous l'avez entendu, la présidente à Davos, Madame von der Leyen en a parlé. La crise énergétique est là et elle exemplifie le lien entre la sécurité, la compétitivité et l'abordabilité. On a vu des points incroyables au cours de l'été 2022 et avec un impact considérable avec ces risques de sécurité qui ont fortement impacté les prix. Alors l'électrification. Nous savons que nous sommes plus résilients avec un système plus électrifié. Un système énergétique électrifié est bien plus efficace que d'autres systèmes en termes de refroidissement, de chauffage, de transport, etc. ou pour l'industrie. Et cette transition, nous savons qu'elle nous aide pour aller vers une électricité moins chère, plus propre, ce qui contribuera bien sûr à la décarbonation et à notre compétitivité. Donc le Green Deal qui a été présenté a introduit des indicateurs de performance sur l'électrification dont le but est de nous amener jusqu'à 32% d'ici 2030. Nous sommes à 23% aujourd'hui seulement, donc nous sommes à la traîne derrière des économies plus électrifiées comme la Chine par exemple qui est à 30% et cela va demander, exiger des investissements considérables comme cela vient d'être expliqué. Donc nous avons besoin d'investir dans les réseaux, dans la génération, dans le stockage, dans la souplesse. Et ça, bien sûr, ça m'amène au package dont vous m'avez demandé de parler. Le package des réseaux qui a été lancé l'an passé. Donc on va passer à la troisième planche qui reprend un petit peu les besoins en termes de réseaux. Les réseaux sont bien sûr la base même d'une Europe indépendante et nous voulons une Europe avec un marché énergétique intégré pour pouvoir garantir de bons prix, une bonne résilience et une énergie propre en Europe. Ce qui comporte bien sûr tout un tas de défis que nous devrons relever. Première chose que j'aimerais aborder, c'est tout d'abord l'échelle des investissements nécessaires. 1,3 trillion d'euros d'ici 2040, mais nous savons que c'est un investissement qui en vaut la peine. Si nous ne faisons pas ces investissements, il y aura des coûts de redispatching plus importants, il y aura encore des nouvelles queues de connexion, les centres de données, et ça pourrait faire avancer l'électrification.
Mais bien évidemment, nous devons veiller à avoir les réseaux qui permettent cela. Et autre challenge, autre défi que nous avons dû relever au cours de ces dernières années, c'est le rythme. C'est tout simplement trop long aujourd'hui à travers l'Union européenne. Et je vous ferai remarquer que nos nouvelles règles pour accélérer au niveau des renouvelables a été mis en œuvre par un certain nombre d'États membres comme l'Allemagne, et vous verrez des résultats impressionnants pour accélérer la montée en puissance des renouvelables. Nous essayons de faire la même chose au niveau du package concernant les grilles. Et puis des défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement avec des disruptions. Nous avons vu des coûts qui ont augmenté et c'est difficile d'organiser des paquets plus importants, notamment au niveau de la distribution des coûts et des bénéfices. Et puis le troisième défi, c'est ce gap entre les projets prévus et ceux dont nous avons effectivement besoin. Je sais qu'on va en reparler plus tard. Il y a des estimations qui nous disent que 41 gigawatts d'électricité transfrontalière, ça ne peut pas se faire d'ici 2030 à moins de prendre des actions. Je vais vous demander de passer à la planche suivante. Donc, ce sont les actions suggérées au terme de ce package des réseaux, avec bien sûr un cadre pluriannuel. Alors, nous avons suggéré des autoroutes européennes, des réseaux trans-européens, et cela aussi au niveau législatif. Commençons par le financement, parce que c'est très important. La connexion, les connexions en Europe, c'est un aspect essentiel. Nous sommes à 6 billions d'euros pour les 7 ans. Notre suggestion, d'après cette proposition récente, c'est de multiplier cela par 5 pour la période 2028-2030, car nous avons besoin d'énormément d'investissements, et ce seront des investissements privés, mais il faudra quand même un soutien public pour que cela puisse se faire et se faire rapidement. Je vous demande de passer à la planche suivante. Sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, c'est pour vous montrer un petit peu l'échelle. Donc nous avons adopté ce paquet européen sur les réseaux, je vous l'ai dit, pour une infrastructure plus économique, et la planche suivante va vous montrer de quoi doit être fait ce paquet. Alors, la planche suivante. Tout d'abord, cette histoire de partage des coûts, bien sûr, est un grand défi. Il nous faut avoir de la clarté pour le partage des coûts et pour veiller à ce que tous ces projets puissent être réalisés dans les délais impartis. Deuxièmement, nous voulons également améliorer les infrastructures existantes pour les rendre plus efficaces, plus sûres. Ça peut se faire par différentes améliorations et il y a énormément d'économies que l'on peut réaliser là en tout simplement améliorant les réseaux existants. Et puis, ce que nous suggérons également, troisièmement, eh bien, c'est de simplifier toutes les procédures d'autorisation pour pouvoir accélérer les choses. Et le quatrième point, c'est un point assez sensible mais très important. Et nous sommes très engagés aux côtés des États membres dans ce contexte et directement avec la France et l'Allemagne. Nous savons que aujourd'hui, le processus de planification ne reflète pas complètement tous les intérêts européens. Si nous pouvons faire des planifications transfrontalières européennes avec une meilleure coordination, eh bien, nous pouvons assurer des investissements plus efficaces, plus ciblés, pour diminuer les coûts en Europe et relever tous les défis. Donc je sais que c'est un sujet sensible, je sais qu'il y a des inquiétudes, à savoir que la Commission veut reprendre tout le processus de planification. Non, nous n'en sommes pas là, mais nous aimerions plus de coordination pour être sûr que ce que nous faisons nous permettra aussi de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés pour avoir des systèmes plus résilients, plus sûrs et pour avoir plus de compétitivité et d'énergie abordable. Le scénario envisagé dans la proposition passe par des consultations très rapprochées entre les régulateurs des différents pays et avec aussi, bien sûr, les opérateurs des systèmes et toutes les autres parties prenantes. Nous voyons également, eh bien,
un besoin d'intervention des gouvernements qui doivent faire plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Dans le cadre de ce processus de consultation, eh bien, les autorités publiques ont un rôle aussi très important à jouer. Je vais vous demander de passer à la planche suivante pour vous montrer un petit peu cette histoire d'autoroute avec les 8 priorités. Pour le backbone énergétique, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des projets vitaux pour l'Union européenne. Et pour ces 8 projets, ça concerne surtout la France et l'Allemagne. Donc la connexion entre le Portugal et l'Allemagne pour l'hydrogène et l'amélioration de la stabilité des prix en Europe de l'Est, ce qui est aussi très pertinent pour nous. L'idée de ces autoroutes, c'est de mettre en place ces projets stratégiques dont je vous parlais pour avoir une procédure rapide, pour avoir moins de bureaucratie, pour simplifier, pour avoir moins d'administratifs et plus de soutien politique afin de surmonter les goulots d'étranglement qui empêchent aujourd'hui le progrès. Nous avons établi l'an passé une nouvelle méthode de travail à travers l'Union européenne. C'est une task force pour tenir compte du fait que nous avons besoin d'une coopération plus étroite sur le terrain. Et cette task force a justement cette mission et va donc nous soumettre des propositions pour une meilleure coordination et pour donner aussi les impulsions politiques nécessaires pour relever ces défis. Cette task force peut se retrouver entre les 27 États membres. La task force peut également parler de problèmes sectoriels, régionaux, et il y a d'autres formats régionaux très importants. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, lundi, il y aura cette réunion sur la mer du Nord à Hambourg. Merci pour ça. Nous savons que c'est un sommet très, très ambitieux et nous sommes heureux de pouvoir participer. Et puis, dans le cadre régional, la France et l'Allemagne participent à un certain nombre de l'interconnexion baltique, la coopération Nord-Sea, de la mer du Nord. Et ce que nous voyons, c'est très, très encourageant. Ce sont des pionniers qui font avancer des choses, qui lancent des développements au niveau régional. Et bien sûr, des progrès régionaux peuvent montrer la voie aux autres. J'ai parlé de la coopération de la mer du Nord. C'est vraiment un travail très, très avancé et j'espère que cela donnera des impulsions pour toute la région de la mer du Nord, des riverains. Donc, je souhaite toute la réussite possible pour le sommet de lundi. Bon courage à l'Allemagne. Les investisseurs ont besoin de cette prévisibilité, de ces certitudes. Nous suivons cela de très très près et bien sûr, nous sommes aussi dans ce groupe de coopération pour la mer du Nord. La sécurité, c'est un sujet à l'ordre du jour aujourd'hui et la sécurité est étroitement liée à nos infrastructures, à nos réseaux et c'est aussi lié à la compétitivité et à l'abordabilité. Je vais donc vous demander de passer à la planche suivante qui est la dernière. Nous savons que la sécurité d'approvisionnement a une dimension plus large. Ça va beaucoup plus loin. Les infrastructures sont importantes, mais il y a d'autres aspects. Et nous savons que nous ne pouvons avoir un système sûr et abordable que si nous veillons à avoir un bon cadre de sécurité d'approvisionnement. Et pas mal de développements sont encourageants, des changements qui ont lieu et qui vont demander, bien évidemment, une actualisation du système actuel. L'électrification, c'est un exemple, l'adaptation au changement climatique, les événements météo extrêmes, un environnement de plus en plus risqué qui nous impose de revoir notre dispositif sécuritaire et de le moderniser. Donc nous faisons ces fitness checks. Nous avons publié un rapport au mois de décembre. Et bien sûr, ici, ce que nous avons appris au terme de cette crise énergétique, nous avons appris ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, il y a eu des disruptions des grands systèmes, comme sur
péninsule ibérique. Ça a été un énorme challenge et là on peut en tirer des leçons. Et que ce soit des attaques physiques, cyberattaques, hybrides sur nos infrastructures, ça montre que nous avons des défis nouveaux et nous devons être prêts à les relever. Donc nous allons soumettre des propositions pour établir un ordre de priorité pour pouvoir réagir rapidement dans des situations de crise. Nous avons besoin de tout un tas de systèmes concernant les molécules, les électrons, et nous devons nous adapter au changement du système énergétique. Et nous savons que nous devons réduire nos vulnérabilités stratégiques, comme la diversification de l'approvisionnement pour se débarrasser de ces dépendances. Donc des développements quand même très significatifs qui ont eu lieu vis-à-vis du gaz russe. Il y a encore du travail à faire, bien sûr. Il y a des propositions. Il y a des sanctions, vous le savez, il n'y a plus que 2 États membres qui importent encore du pétrole de Russie. Et donc nous voulons supprimer pour tous les pays européens l'achat de pétrole en Russie. Et les pays qui ont une infrastructure nucléaire doivent pouvoir développer ces activités au niveau européen pour que l'on ne déplace pas la dépendance d'un fournisseur sur un autre. Et donc là encore, nous avons des domaines très sensibles. Cette coopération étroite, ce dialogue avec les gouvernements nationaux, les États membres, va se poursuivre et je suis heureux de poursuivre cette coopération. Merci encore pour cette invitation. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, pour être revenue notamment sur ce paquet européen sur les réseaux dont on a beaucoup entendu parler. C'était important de le dire. On a une première question de la part du public que je vais vous poser et de ceux qui nous suivent nombreux en ligne. D'après votre expérience au sein de la Commission européenne, où voyez-vous la nécessité d'agir davantage afin de concrétiser les ambitions de l'Union européenne en matière de politique énergétique, tant au niveau, on va dire, européen qu'au niveau des États membres? Merci beaucoup. Thank you very much for this question. I think when it comes to Merci the pour la question. necessary action at European level, Les actions au niveau européen. Quand on parle de ça, nous ne pouvons pas nous permettre de nous intéresser qu'à un seul défi. Il faut voir les objectifs stratégiques comme un tout dans leur globalité. La décarbonisation, notre sécurité, notre compétitivité, tout ça c'est lié. Et nous savons que la transition nous donnera plus de sécurité, pourra aussi nous permettre d'accéder à de l'énergie moins chère. Nous devons renforcer notre sécurité. Nous ne pouvons pas renforcer nos efforts de décarbonation sans être sûrs de pouvoir améliorer la compétitivité, l'abordabilité et la sécurité. Donc tous ces facteurs sont liés, c'est critique et ça va demander des investissements pour la génération, pour les réseaux. Ça demandera plus de coopération, une coopération plus étroite. Et donc une autre question aussi qui est en lien avec ce que vous venez de dire, puisqu'il y a des défis à relever, des vulnérabilités. Comment on peut éviter que se reproduise, par exemple, une forte dépendance, comme on l'a connu à l'égard d'un seul fournisseur, ou évidemment la question des matières premières essentielles provenant de Chine? also a very good question because indeed we have experienced Oui, ça live aussi c'est une très bonne question. Nous l'avons vécu. Ce que c'est qu'une dépendance élevée d'un seul fournisseur. Et il est évident que nous devons renforcer notre indépendance, notre capacité prévisionnelle pour veiller à ce que nous puissions être résilients et diversifier les achats. Ça vaut pour le gaz naturel, ça vaut pour le pétrole, ça vaut pour le nucléaire et ça vaut pour toute la chaîne de création de valeur dites vertes. Différentes dépendances ont différents impacts. Et une importante dépendance, par exemple, du gaz russe. Il y avait plus de 40% de dépendance des pipelines russes. Et quand on parle de molécules, et quand on parle de pipeline, ça c'est une dépendance qui comporte un risque énorme.
Et ça a un impact immédiat sur vos systèmes parce que ça passe par des pipelines. Donc c'est du gaz qui est retiré du marché global. Ça ne nous impacte pas que nous, mais la totalité du marché du gaz. Les fioul nucléaires maintenant, l'uranium enrichi par exemple. Là, nous avons pas mal de production en Europe, nous le savons, nous avons des capacités industrielles, c'est important. Et vous avez typiquement, bien sûr, plus de stockage. L'impact est donc moins immédiat que sur les molécules. Et sur les technologies propres, prenons la photovoltaïque, par exemple. Là, nous avons déjà un bon système et l'impact est différent par rapport aux molécules. Ce qui ne veut pas dire que ces autres dépendances ne sont pas importantes et ne constituent pas un risque, mais elles sont d'une autre nature et nous devons veiller à pouvoir relever ces défis, affronter ces risques et renforcer surtout nos chaînes d'alimentation partout. Nous avons ce fameux acte industriel qui a été adopté et il y aura aussi un Accelerate Act. Ça ne concernera pas que l'énergie, il s'agira là encore de la résilience industrielle parce que c'est critique pour nos économies, pour notre autonomie stratégique, pour notre sécurité d'une façon globale et donc nous allons nous intéresser à cela également dans ce contexte. Outre la sécurité d'approvisionnement au niveau de l'énergie, c'est aussi une question industrielle. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Dite Jorgensen, Madame la directrice générale de l'énergie à la Commission européenne, d'être venue nous parler de ces enjeux et avoir répondu à nos questions. Puisque vous parliez de réseau, on va voir un petit peu ce qui se passe aussi du côté des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens. Et on est ravis d'accueillir pour cette séquence développement des réseaux de transport d'électricité et sécurité d'approvisionnement avec la question des scénarios et des besoins de financement. Je disais, on est ravi d'accueillir Monsieur Damian Cortinas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil exécutif d'ENSOE, membre aussi de RTE. Quelques mots pour vous présenter. Vous avez travaillé précédemment à la R&D d'EDF, puis à RTE. C'est en 2021 que vous avez été élu membre du conseil d'administration de l'ENSOE, qui est le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, une association pour la coopération des gestionnaires de réseaux de transport européens. Vous allez sûrement nous en dire plus et vous avez notamment supervisé le projet Un système électrique pour une Europe neutre en carbone. Je vous passe la parole pour 20 minutes de présentation. Si vous voulez passer une slide, comme je le disais, vous dites prochaine slide et on reprendra aussi des questions du public. Donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. I'm going to do my intervention in English because this is the language on which we work. Je parlerai français parce que c'est la langue de travail à l'ENSOE, donc j'espère que la traduction se passera bien, mais s'il y a des questions en français, ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas pour l'instant les transparences. Ce serait bon de montrer le premier transparent. C'est donc une introduction à l'ENSOE. L'ENSOE, comme vous l'avez annoncé, est donc l'association des gestionnaires de réseau. Nous avons RTE en France avec lesquels nous travaillons. Donc les messages que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que c'est un réseau européen qui fonctionne bien. Nous voyons ici qui nous sommes. Voilà, c'est donc le système de transport européen que nous gérons ensemble au sein de cet organisme nommé ENSOE. Donc, je voudrais rappeler aussi aujourd'hui que c'est un système interconnecté qui comprend la plupart des pays européens. Il n'y a que Malte qui n'en fait pas partie, mais aussi des pays non européens qui sont raccordés au système électrique européen pour garantir un bon fonctionnement de l'ensemble du système. Les situations divergent d'un pays à l'autre, tout comme au niveau des législations. L'ENSOE est un organisme qui a une mission de service. Et c'est dans cette capacité que nous intervenons.
et que je prends la parole aujourd'hui sur la planification du système et les défis au niveau des infrastructures qui nous sont lancés, notamment en matière de financement. Prochain transparent. Pour cadrer mon intervention, je dirais qu'il est important d'avoir quelques idées en tête. Tout d'abord, à notre sens, et c'est important à retenir, le marché intérieur de l'énergie est une réussite incontestable de l'intégration européenne. Nous avons pu augmenter la sécurité énergétique pour un bon fonctionnement dans toute l'Europe depuis la mise en place de ce système électrique. C'est une chose très claire. Si on a besoin d'améliorer quoi que ce soit, parce qu'il y a encore quand même quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est une réussite et le système électrique européen, ce sont les infrastructures qui soutiennent ce marché, mais c'est aussi un élément clé de la sécurité du continent et de ses pays. Notre dernier membre, c'est l'Ukraine, à l'ENTSO-E, montre très bien ce que ça veut dire que d'évoquer le système électrique dans un débat de sécurité. Il est vrai que nous en débattons à l'ENTSO-E de cet aspect-là du système électrique. Si on évoque la sécurité, eh bien, c'est la sécurité de l'approvisionnement. C'est très important. Nous y avons beaucoup travaillé depuis 2 ans pour des raisons évidentes. Qui dit sécurité du système électrique et 3 éléments sont importants en la matière. La sécurité de l'approvisionnement, tout le monde comprend parce que il faut avoir un système équilibré chaque seconde de chaque jour, d'avoir suffisamment de sources énergétiques pour pouvoir maintenir la stabilité du réseau, mais aussi la stabilité physique des infrastructures. C'est une des clés, tout comme, bien sûr, la cybersécurité. Je voudrais me concentrer aujourd'hui sur la planification, mais c'est important d'avoir cela en tête. C'est donc l'ensemble de la sécurité, les 3 volets que je viens de citer qui importent en la matière. Passons au prochain transparent. Point important. Il est important de se le rappeler. L'énergie est une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres. Alors, c'est une partie de la sécurité, pas la seule, et ce, à plusieurs niveaux. Nous savons qu'il y a des choix qui sont faits ensemble par l'Union et des décisions qui sont prises au niveau des États membres. C'est une réalité institutionnelle existante depuis 20 ans et va rester encore un bon bout de temps parce que c'est au niveau des traités que cela se passe. Et il est donc important de tirer le meilleur parti de cette réalité en mixant ces décisions prises au niveau européen et au niveau des États membres pour atteindre nos objectifs. L'ENTSO-E est un bon endroit pour évoquer ces questions parce que ce sont dimensions que nous traitons pour le bien de toute l'Europe, notamment au niveau de la planification. Divers aspects de la planification sont importants. Évidemment, les tarifs d'accès au réseau, c'est une question de sécurité nationale, et donc aussi le développement des réseaux pour l'Europe. Ceci est aussi au cœur de notre action. Et si des changements doivent intervenir, il faut tenir compte de ces aspects. On opère toujours à ces 2 niveaux et on essaye de trouver les meilleures solutions. Prochain transparent. Alors, comment faisons-nous cette planification commune au niveau européen? Nous avons le plan décennal du rendement pour l'Europe et donc on essaye de faire cela pour avoir une plateforme pour l'avenir. Bon, on parle d'un plan décennal du développement des réseaux. C'est quelque chose qui nous vient donc des dernières données de production.
Donc, nous avons ici les différents chiffres et les investissements dans le réseau ont un retour positif pour l'ensemble de l'Union européenne. On voit ici que les chiffres dépendent évidemment des scénarios. Quand on tiendra, on opère à l'horizon 2050, donc on voit les investissements nécessaires d'ici là, 800 milliards d'euros, pour atteindre plus de 100 gigawatts de capacité transfrontalière. Tous les scénarios, toutes les analyses montrent que cette capacité transfrontalière, que chaque euro investi va économiser 2 euros à l'Europe. Ceci va se baser donc sur l'écrêtement pour les énergies renouvelables. Sur ce graphique, on voit quels sont les besoins de système à l'horizon 2040. Des besoins très importants, on le voit. Et je reviens à ce message, ça ne concerne pas seulement les membres de l'Union européenne, mais aussi les pays voisins, les pays riverains. Donc, je vais faire un zoom sur la situation en France et en Allemagne, puisque nous sommes ici en plein milieu de la transition énergétique dans les deux pays. Et nous verrons que les deux pays doivent développer de façon significative leurs interconnexions avec les voisins, entre la France et l'Allemagne, mais aussi avec les pays riverains. C'est normal. Nous voyons que l'Europe avance et nous avons des différents liens entre les parties du continent. Et nous avons aussi le Royaume-Uni et la Suisse qui sont des pays riverains particulièrement importants dans ce débat et dans la planification des réseaux pour l'avenir. Prochain transparent, il est très important, je le disais en amont, que nous puissions faire fonctionner ce plan décennal européen, le TYNDP. Nous aimons beaucoup les acronymes, je suis désolée, avec donc des plans de développement nationaux réalisés par chaque pays. Alors, comment est-ce qu'on fait que cela fonctionne? Les réseaux et les investissements à ce niveau sont pris par chaque pays. Et le TYNDP va interagir avec cela, avec les différents objectifs spécifiques et en proposant des solutions au niveau des plans nationaux. La planification et les projets que nous prévoyons au niveau européen doivent évidemment être traduits dans la pratique dans chaque pays qui devra les mettre en œuvre dans les plans nationaux. Retenons également que sur ces 800 milliards d'euros et les 100 gigawatts pour les interconnexions, dans l'ensemble, on évoque 150 milliards de plus, en fait. Donc, ce sont là les investissements à réaliser à l'avenir. Et c'est là le lien entre la planification européenne et nationale qui est primordial. Il faut que ce soit viable sur un plan industriel et durable aussi, bien sûr. Nous l'avons entendu tout à l'heure, prochain transparent, nous ne sommes pas certains que tout ce dont nous aurons besoin sera en place à l'horizon 2030. Nous avons fait une analyse donc parmi les GRT et pour l'instant, nous ne mettons pas en place tout ce dont nous avons besoin. Nous avons partagé cette information avec les principales parties prenantes. Il faudra donc développer le réseau pour être à la hauteur des défis que nous gêne l'avenir. Il y a 3 principaux domaines auxquels il faut s'attaquer, à savoir tout d'abord les chaînes d'approvisionnement, deuxièmement la réglementation, les permis et troisièmement le financement de ces réseaux. J'approfondis un peu ces 3 points. Aujourd'hui, les temps de livraison pour une nouvelle infrastructure planifiée concernent les permis et cela prend plusieurs années dans beaucoup de pays pour commencer à construire. Mais il y a aussi des problèmes au niveau
de la chaîne d'approvisionnement. Il y a certaines composantes pour les réseaux dont nous avons besoin. Et là aussi, les temps de livraison des producteurs comprennent parfois plusieurs années. Prenons les câbles, par exemple. Si vous essayez d'acheter un câble aujourd'hui, il vous sera livré dans 5 ou 6 ans. Il faudra améliorer la donne. Ce sera important en Europe. Nous avons des producteurs qui sont vraiment à la pointe du progrès. Et les usines européennes, évidemment, seront une des clés de ce système. Il est donc important de trouver moyen de simplifier les procédures. Et troisième point, le financement. Nous voyons donc 800 milliards. Nous avons vu les chiffres tout à l'heure. Ce sera donc un effort gigantesque à fournir, pas seulement pour les GRT, mais aussi pour les pays, puisque cet argent devient bien venir de quelque part. Il faudra donc financer ces infrastructures et partager les coûts entre toutes les parties qui en profiteront. On n'a pas encore trouvé la solution à cela pour construire les infrastructures dont nous avons besoin. Une chose doit être claire. Vous voyez que souvent la planification n'est pas vraiment citée. La planification marche et il faut le retenir dans le cadre du paquet réseau. Le problème, ce n'est pas la planification, mais le lien entre les infrastructures et le passage de la planification à la construction. Je reviens au paquet réseau, qui est une très bonne initiative pour justement relever ces défis. Alors, comment développer ces infrastructures? Il faut se concentrer sur les obstacles à la mise en œuvre. Tout d'abord, accélérer l'octroi de permis. Nous pensons que le paquet réseau fonctionne bien, est basé sur des bases solides. Nous avons là un cadre européen qui permet aussi de susciter l'intérêt public à ces infrastructures. Et donc, il faudra, et nous espérons que ça fonctionnera, accélérer les octrois de permis. Autre élément très utile sur le paquet réseau, la coopération régionale. Nous avons des méthodologies permettant de faciliter donc, la coopération entre l'État et ceux qui vont mettre en œuvre ces infrastructures pour développer les réseaux et voir comment, en fait, améliorer cette œuvre. Le paquet réseau ne concerne pas les problèmes de la chaîne d'approvisionnement qu'il faut renforcer et nous espérons que les réglementations sur les marchés publics seront revues pour justement améliorer la coopération entre les GRT et les producteurs et aboutir à un meilleur financement. Il faudra donc absolument intervenir là-dessus et aller au-delà de ce que comprend le package. De transparent concernant la planification, comment est-ce que cela fonctionne, qu'est-ce qui a été proposé. Nous avons aujourd'hui un cadre de planification qui marche bien. Voilà l'organisation actuelle. Je ne vais pas tout approfondir, mais nous venons des objectifs climat de la Commission. Nous passons par les institutions, les États membres qui développent leurs objectifs climat nationaux dont on prend compte dans la planification. Nous avons l'ENSO-E et l'ENSO-G qui a été créé pour l'hydrogène. Commençons à développer des scénarios transsecteurs pour intervenir sur les molécules et ce sera une transposition des objectifs politiques en quelque chose d'abordable, de faisable sur un plan commercial. Et cela nous permettra donc
développer les besoins futurs et nous aurons ensuite la sélection des PCI-PMI pour savoir quels sont les projets d'intérêt collectif ou mutuel qui seront retenus. C'est fait par la Commission et les États membres. Voilà le fonctionnement actuel du système. Nous avons le lien entre les arènes nationales et européennes avec une série de validations par les institutions européennes permettant de garantir que nous agissons dans le cadre de la volonté politique européenne. Voici donc le paquet réseau. Il y a là une grande différence parce que la Commission européenne interviendra là-dessus et nous aurons une agence de la Commission, une agence pour la coopération entre gestionnaires d'énergie qui vont développer une méthodologie et ENSOE et les GRT devront ensemble développer les TYNDP. Nous pensons qu'il y a là un risque. C'est un système qui fonctionne aujourd'hui, qui peut être amélioré et il y aura aussi une démarche de centralisation. C'est quelque chose que nous recherchons, notamment en ce qui concerne ACER, qui est là pour le marché, pour améliorer les règles du marché et qui n'a pas de compétences pour intervenir sur la sécurité des infrastructures voilà, en cas de pépin. Nous pensons qu'il ne faudrait pas se centrer sur le package qui fonctionne bien aujourd'hui, le paquet. Et donc, l'important sera de savoir qui sera responsable de quoi. Et il ne faudrait pas trop compliquer cet élément-là parce que ça risque d'avoir un impact négatif. Je conclus sur un dernier transparent. Ce qui est important pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est que nous souhaitons avoir une transition énergique qui répond aux priorités européennes. Il y a toujours 3 mots-clés à retenir dans notre coopération. Il faut trouver un bon équilibre entre les 3. D'abord, la création de valeur. Les infrastructures représentent un investissement et l'argent dépensé devrait profiter à l'industrie européenne à travers les chaînes d'approvisionnement. Nous pensons que l'accessibilité financière doit être garantie. Il faut que les réseaux restent abordables. Nous pensons que c'est possible, mais il faut en tenir compte. Nous ne pouvons pas augmenter les coûts à l'infini. Il ne faut pas que ça devienne non abordable. Et donc, la sécurité est plus importante qu'il y a encore 5-6 ans. C'est le fondement de notre système, la résilience du système électrique. L'énergie est évidemment une part importante de la sécurité européenne. Merci beaucoup. Et cela met donc un terme à mon intervention. Je suis là pour répondre à votre question. Je vais vous proposer 2 questions, si possible de y répondre relativement efficacement, on va dire, parce qu'on a gagné un petit peu, on a décalé un petit peu dans le temps, mais on est encore plutôt très bien. On a une question plutôt au niveau des coûts. Les 800 milliards d'euros d'ici 2050 concernent-ils le réseau de transport ou l'ensemble du réseau électrique? Savez-vous quels seront les coûts au niveau des réseaux de distribution? Non, cela concerne les réseaux de transport et ce n'est pas la totalité du réseau de transport. Dans les 800 milliards d'euros qu'on voit à 2050, nous avons le réseau de transport, toute l'infrastructure qui est dans les TYNDP, c'est-à-dire toute l'infrastructure que nous planifions au niveau européen, et la partie du réseau national qui contribue à ces réseaux d'interconnexion. Nous n'avons pas la totalité des plans nationaux, parce que nous avons par exemple que l'Allemagne seule prévoit quasiment 200 milliards sur l'ensemble de leur réseau et les réseaux de distribution ne sont pas concernés par cette partie non plus. On parle uniquement de distribution. C'est ce qui explique aussi la différence entre les 1200 milliards évoqués par l'IT à 2040 et les 800 milliards que nous on voit côté transport.
Très bien, merci pour cette précision. Et une autre question, puisque vous avez parlé évidemment globalement de votre organisation, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots sur la façon dont travaillent les gestionnaires de réseaux de transport du côté allemand et français, et surtout ensemble au sein de votre structure? Bah, c'est une excellente question aujourd'hui et depuis le début, enfin la France et l'Allemagne ont été des moteurs d'Ensue. Et Ensue a été créé par une initiative franco-belge, si on se rappelle l'histoire au tout début, de manière volontaire, et sur lequel l'Allemagne s'est jointe très vite. Et aujourd'hui, les deux pays, l'ensemble des gestionnaires de transport des deux pays fonctionnent d'une manière qui permet d'étirer l'association et de faire profiter des moyens et des études que nous pouvons faire dans les grands pays ou dans les grands GRT à l'ensemble des gestionnaires de réseau de transport aujourd'hui sur l'ensemble du continent. Les solutions qu'a trouvées la France et l'Allemagne pour répondre à la transition énergétique sont très différentes. Ça, je pense que dans ce forum, on le sait très bien. L'important, c'est comment arriver à faire marcher l'ensemble. Et à travers Densue, je pense qu'on arrive à démontrer que les deux approches sont complémentaires et que cette complémentarité peut être au cœur de la construction européenne. Les GRT français et allemands ont toujours été aussi très impliqués dans la gouvernance de l'association. Donc aujourd'hui, moi qui viens des RTE, je suis le chair of the board. Avant moi, le chair of the board, c'était Joachim Vanzetta, qui venait d'un Prion en Allemagne. Donc voilà, je pense qu'il est très important de souligner qu'à la fois RTE et les 4 GRT, les 4 TSO allemands, sont vraiment au cœur d'Ensue et il est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ravi de venir aussi vous voir parce que cet accord et cette manière de pouvoir avancer ensemble, même si nous avons des manières différentes de traiter les mêmes sujets, est aujourd'hui peut être un exemple pour l'ensemble de l'Europe et c'est quelque chose qui peut tirer l'Europe vers le haut. Et j'en suis ravi et d'ailleurs je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui. Eh ben, nous vous remercions également d'être intervenu, Monsieur Damian Cortinas. Vous parliez d'Amprion. On aura un de ses représentants, Peter Rutte, qui va intervenir sur notre table ronde en fin de journée. Merci beaucoup. On enchaîne avec la troisième présentation. Nous allons avoir maintenant un aperçu des échanges d'électricité en Europe, les volumes, les défis, les perspectives. Et pour cela, on est ravi d'accueillir Laura Cosi, qui est directrice du développement durable, de la technologie et des perspectives à l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Vous avez travaillé auparavant pour la société énergétique italienne Eni. Vous avez rejoint l'AIE en 1999. Vous dirigez les travaux sur la durabilité énergétique qui englobe la politique en matière de technologie énergétique et le changement climatique. Et je tiens aussi à signaler que vous êtes modélisatrice en chef pour l'énergie au sein de l'agence et qu'à ce titre, vous dirigez la publication World Energy Outlook. Merci beaucoup, Laura Cosi, d'être avec nous. Je vous passe la parole pour 20 minutes de présentation. Vous l'avez vu, si vous voulez une slide suivante, vous le demandez. Et à la fin, n'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, à poser vos questions dans le chat. Merci à vous. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame Croiset, and thank you very much to both France and Germany. Merci à la France et à l'Allemagne et à l'OFAT pour m'avoir invité, pour avoir le plaisir de vous avoir rejoint pour ce 20e anniversaire. Voilà donc mes planches. Dans les 20 minutes qui vont suivre, je vais vous donner la perspective globale. En quoi tout cela influence l'électrification en Europe. J'énumérerai les défis comporte cette électrification. Alors la planche suivante, comme notre directrice générale l'a mentionné, vous l'avez déjà entendu. Quand on regarde les données, l'électricité est accrue 2-3 fois plus vite que la demande énergétique. Et notre attente à travers tous les scénarios, c'est que la demande en électricité va continuer à augmenter encore plus vite et l'Union européenne ne sera pas une exception. Pour donner un sens à tout cela et vous expliquer comment
la demande va évoluer. On parle de 10 000 TWh. Ça fait combien? Imaginez vous regrouper toute l'électricité consommée aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Japon, au Canada et en Corée, et vous réunissez tout ça. Donc quand on y songe, dans les 10 années à venir, le monde va avoir un système électrique qui aura connu 100 ans de développement, donc ça c'est quelque chose de bien, et ça va présenter des opportunités pour nous, mais ça comportera également des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, comme Madame Jorgensen vous l'a expliqué. La demande augmente partout, les drivers de cette augmentation de la demande diffèrent. Aux États-Unis, c'est surtout l'IA. En Chine, c'est les voitures électriques, l'électrification des transports, ils sont les leaders. La Advanced Manufacturing, là encore, ils sont leaders. Donc, une électrification qui va vraiment très, très vite pour vraiment diminuer la consommation d'énergie fossile. L'Europe va évoluer très rapidement aussi avec plusieurs facteurs. Il y aura l'IA, mais l'électrification des transports et des usages industriels. Et ça, c'est important par rapport à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années où la demande électrique en Europe était un peu lente. Si nous voulons nous aligner sur les objectifs 2050, cette demande doit augmenter encore plus. Donc ces scénarios sont des scénarios minimalistes. Comment l'Europe va-t-elle fournir toute cette électricité supplémentaire? La planche suivante. Ce que l'on voit ici, c'est que les technologies à faible carbone, l'énergie hydroélectrique, la photovoltaïque, etc., seront vraiment la base, le backbone des systèmes d'approvisionnement en électricité. Il y a les objectifs, bien sûr, de décarbonation, et ils sont importants parce que, bien évidemment, ça permettra à l'Europe d'être moins dépendante. En termes de clean power, l'Europe produit 17% avec des sources faibles émissions polluantes. Donc le reste du monde est à environ 40%. Et avec cette tendance, nous allons arriver à 90% d'ici 2035. Et la Commission l'a mentionné. Dans le reste du monde, on voit une résurgence du nucléaire sous le coup des nouvelles technologies, mais pas seulement. Et on voit en France, en République tchèque, en Suède, mon propre pays, en Italie, on voit le phénomène qui se produit dans tous ces pays. Donc la chaîne d'approvisionnement doit continuer d'être développée pour améliorer l'abordabilité et gagner en compétitivité. La génération d'électricité est essentielle et la génération décentralisée sera importante parce qu'il faut pouvoir gérer aussi des systèmes très très complexes et interconnectés. Quelles sont les sources qui nous aideront à maintenir la fiabilité? J'insiste sur 2 points. Le stockage par batterie, c'est là où il y a le plus de croissance. 5 fois plus de batteries depuis quelque temps. Et nous avons besoin de ces batteries de stockage pour pouvoir gérer cette souplesse, cette flexibilité très importante pour gérer la demande. Donc comment gère-t-on cette quantité croissante et importante de batteries? Donc ce sera critique pour les exploitants.
En haut à droite, vous voyez le gaz naturel. Augmentation jusqu'en 2035. Nous aurons donc besoin de capacités pour gérer les pointes de demande. Alors que la génération de gaz naturel va diminuer, bien sûr le charbon va diminuer également, et donc nous aurons besoin peut-être de relancer un tout petit peu de génération de gaz pour avoir un système énergétique fiable. Ça, c'est très important. Tous les systèmes électriques du monde, je vous l'ai dit, la demande augmente très rapidement, mais le besoin de flexibilité augmente encore plus rapidement que la demande d'électricité. Donc, ça peut être en l'espace de quelques heures sur le court terme. C'est ce que l'on voit ici en vert. Et donc, la flexibilité augmente beaucoup plus vite que la demande. Et la variabilité saisonnière augmente également. Le système est conçu pour produire de l'électricité afin d'assurer, je le répète, la fiabilité, l'abordabilité. Et ces nouveaux systèmes électriques devront encore être plus flexibles que la seule production d'électricité. Les solutions. Nous avons une solution à court terme, combinaison de batteries, de demand side management, et ça comprend aussi les véhicules électriques, les pompes hydro. Donc il faut beaucoup travailler sur la flexibilité saisonnière. En termes de réduction des coûts, nous ne sommes pas encore où nous devrions être parce que nous n'avons pas toujours les ressources économiques nécessaires pour gérer cette flexibilité. Ça, c'est important pour l'Europe. L'hydrogène joue un rôle important et tout ce qui concerne les molécules vertes, par exemple, c'est aussi très important dans cette évolution. Dans tous nos scénarios, pour la première fois, en 2025, voilà ce que nous avons constaté. Même s'il y a toutes ces velléités, d'ici 2050, nous allons dépasser ces 1,5 degré d'augmentation de température et cette augmentation restera à l'avenir. Ce qui a des implications pour les systèmes électriques, puisqu'on voit déjà aujourd'hui au niveau des données, l'année dernière par exemple, 200 millions de ménages ont été frappés par des blackouts dus à des événements météo extrêmes, des inondations, etc. Toute nouvelle infrastructure que vous allez construire, y compris en Europe, parce que l'Europe est également fortement impactée, toute infrastructure doit comporter des mesures de résilience pour retenir l'augmentation de la température et pour résister aux événements météo extrêmes. Ces nouvelles mesures de résilience doivent être intégrées avec la flexibilité pour chaque nouvel investissement que nous ferons pour les systèmes d'approvisionnement en électricité. En même temps, Madame Jorgensen l'a bien expliqué. Nous avons vu des investissements considérables pour la génération d'électricité. Et si je montrais que les chiffres européens, la tendance sera la même. Les investissements pour générer l'électricité n'ont cessé d'augmenter depuis des décennies et de façon très prononcée. Avec, bon, bien évidemment, les éoliennes, etc. On a parlé de la photovoltaïque aussi. Alors, sur cette planche ici, vous voyez qu'il y a un décalage entre la vitesse des investissements pour la génération d'électricité et les investissements faits pour le stockage, pour les batteries. Donc,
sur les investissements concernant la production électrique, nous sommes allés beaucoup plus vite que sur les investissements pour les réseaux, pour les batteries. Donc il faut retrouver le juste équilibre, car les batteries sont vraiment essentielles, critiques pour l'expansion du système électrique et notamment en Europe. En termes d'investissement, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde la totalité des investissements consentis pour l'énergie, moins de 35% de ces investissements il y a 10 ans partaient dans l'électrification. Aujourd'hui, on a 55%. Donc la tendance est claire, les investissements vont dans ce sens de l'électrification omniprésente, mais entre les investissements pour la génération et les autres investissements pour la flexibilité, il faut retrouver un équilibre. Flexibilité, stockage par batterie, il faut que là-dessus nous mettions les moyens, que nous accélérions, que nous montions en charge pour éviter ce décalage. 3 domaines dont j'aimerais parler, auxquels il faudra réfléchir. Les investissements, j'en ai parlé, mais il y a d'autres aspects, surtout 2 choses, les matériaux, et puis les compétences, les qualifications, les gens dont nous n'avons pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Tout ce qui est lié à l'électrification passe par le cuivre. Ce sont les réseaux de distribution, de transmission, de transport, etc. Et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avec la pipeline d'investissement prévue et ce qui sera livré d'ici 2035, nous risquons d'avoir un gap important. Et donc, ça vaut particulièrement pour l'Europe. Il faut se poser la question de savoir ce que nous pouvons faire, par exemple en passant par des partenariats, pour être sûr que tout ce cuivre sera là lorsque nous en aurons besoin à un prix raisonnable. Les alternatives, il y a beaucoup de sociétés qui passent à des nouveaux matériaux. L'aluminium, par exemple, est considéré comme matériau critique. Alors oui, ça mérite toute notre attention pour que nous nous assurions que les coûts ne dépassent pas certaines limites et que le calendrier de l'électrification puisse être réalisé en temps et en heure. Donc je vous ai parlé du cuivre et il y a des goulots d'étranglement, les transformateurs par exemple, là aussi un domaine dans lequel la coopération est indispensable, ça doit être une priorité. Et puis les turbines, 3e point, ça a été dit par d'autres intervenants, notamment les turbines à gaz. Donc là, nous n'avons rien avant le milieu des années 2030. Outre le cuivre, un domaine qui nous intéresse à l'AIE, ce sont ces fameux minerais critiques. Il y a un terme dont il faut se souvenir, c'est la diversification. Quand on regarde les minerais critiques dont nous avons besoin pour l'électrification, que ce soit pour les batteries ou pour autre chose, c'est ce que vous voyez en haut, mais aussi pour les centres de traitement de données ou pour tout ce qui est lié à l'aérospace, à la défense, eh bien, toutes ces activités se servent de ces minerais critiques. Et ce ne sont pas que des mines. Il y a aussi le traitement, le raffinage de ces matières critiques. Et tout cela est concentré entre les mains d'un nombre peu important de producteurs. La diversification est importante, je l'ai dit, ça comprend donc ces minerais critiques. Et si l'on devait dire lesquels parmi ces minerais critiques ont été sujets à des usages géopolitiques, stratégiques,
Si vous prenez que le seul mois d'octobre de l'an passé, vous verrez que, et c'est ce qu'on voit ici sur cette planche, que c'est comme ça que ça se passe. Alors il faut trouver des nouveaux partenaires qui peuvent fournir à l'Europe ces matières critiques. Ça va être une priorité, un élément vraiment important dans le cadre d'une stratégie saine. Et je terminerai en parlant des gens. La planche suivante, je vous prie. Quand on regarde un petit peu comment l'emploi s'est développé dans la filière énergétique en Europe au cours des 10 dernières années, eh bien, il est évident que les nouveaux jobs que le secteur énergétique a créés, eh bien, c'est surtout dans l'électricité en Europe. La plupart pour la génération locale d'électricité. Et on a vu une chute du nombre d'employés dans la chaîne de création de valeur des batteries, ce qui dans certains cas eh bien, est lié aux véhicules électriques. Et nous sommes la seule région du monde où nous avons le plus de gens qui travaillent pour l'efficacité énergétique. Nous avons fait une étude centrée sur les sociétés européennes pour essayer de comprendre où elles voient des goulets d'étranglement et pour savoir ce dont elles ont besoin pour étendre la chaîne de création de valeur de l'électricité. Et il y a une opportunité énorme en termes d'emploi, de création d'emplois dans cette filière, notamment par rapport aux énergies vertes. Près de 50% des sociétés auxquelles nous avons parlé ont dit qu'elles avaient des problèmes pour recruter. Parce que d'un côté, nous n'avons pas suffisamment de gens qualifiés, il n'y a pas les diplômes universitaires, ou alors des gens qui vont aller travailler dans l'informatique, qui vont aller travailler dans les centrales de traitement des données, parce que ça paye mieux. Et le deuxième domaine qui doit assurer notre attention, c'est le vieillissement de la population active. Donc ça, ce sera aussi un chantier critique dans les 10 années à venir, avec énormément de départs en retraite. Et nous devons veiller à ce que nous ayons de la relève et suffisamment de collègues pour pouvoir travailler dans la filière électrique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laura Causi, pour la présentation et d'avoir ouvert, on va dire, sur les enjeux des matériaux critiques et aussi du recrutement, parce que c'est un grand défi aussi à porter. Il faut aussi qu'il y ait des personnes aussi pour travailler sur ces enjeux. On a 2 questions du public que je vais vous poser. La première concerne le type d'écrêtement. Pouvez-vous préciser quel type d'écrêtement vous entendez en termes de flexibilité en 2035? Il ne semble pas y en avoir eu aucune en 2024, hein, c'est ce que souligne le participant qui pose la question. Je dois vous avouer que je ne connais pas le mot écrêtement. Si quelqu'un peut me le traduire en anglais. Alors on va chercher ça très vite parce que moi naturellement je n'ai pas le terme qui vient en anglais, vous voyez, assez Voilà. facilement. Clipping. Curtailment. Oh, thank you. Curtailment, d'accord, Super. ok. Yep. Curtailment, So, yes, no, it's we better. Yeah, actually, merci. We have seen some curtailment happening in Europe Il y a déjà de l'écrêtement qui a été fait en 2024 au cours de l'été, avec des pics de production d'énergie solaire pendant les week-ends. Nous avons malheureusement perdu le son. All of the electricity generation, we are actually seeing that some curtailment. Et on voit que il y a de l'écrêtement
qui se justifie économiquement au fur et à mesure que nous développons Demand Side Management et les batteries. Et j'avais montré une planche tout à l'heure. Donc le niveau d'écrêtement était minimal, mais ça va augmenter. Alors, on a une petite coupure, petite connexion difficile avec vous, mais je pense que l'ensemble a été compris. Donc, j'espère que ça fonctionnera pour la deuxième question qui concerne l'augmentation de la demande en électricité et du sujet des centres de données, hein, les data centers dont on parle beaucoup, qui suscitent beaucoup d'attention. Dans quelle mesure les limites de capacité du réseau constituent-elles un défi pour la croissance de ce secteur en Europe et que peut-on faire pour y remédier? So thank you for this question because I think that for Europe this is well beyond an energy sector issue. Oui, merci. Alors ça va au-delà de la filière énergétique pour l'Europe. C'est vraiment aussi un problème de sécurité nationale. Les États-Unis et la Chine aujourd'hui sont en avance. Nous avons perdu énormément de parts de marché au cours des 10 dernières années et l'une des raisons, ça a été la difficulté de connexion pour alimenter ces centres de données. Donc la demande augmente. 200 000 ménages, c'est environ l'ordre de grandeur de la demande. 1 à 1,5 million de ménages en Inde sont là aussi. Paris, Dublin, Londres ont des centres de données qui n'ont pas pu être connectés parce qu'il y avait tout simplement des embouteillages. Donc c'est un sujet problématique dans certains pays de l'Union européenne. On veut tripler les capacités numériques, nous dit-on, parce que c'est important pour des raisons économiques pour l'Europe. Et là, la filière électrique doit suivre pour fournir l'électricité demandée. Ces centres informatiques sont assez souples quant au site où elles se trouvent. Donc l'énergie, l'électricité vont être vraiment un gros enjeu politique pour toutes ces sociétés. Merci beaucoup parce que c'est un point important à souligner qui va sûrement être débattu aussi dans les prochaines années. Merci Laura Causi pour votre intervention. Encore un grand merci à tous ceux aussi qui vous ont précédé dans ce forum. On va marquer une pause d'une vingtaine de minutes environ, puis nous retrouver pour la suite de ce forum franco-allemand de l'énergie avec un dialogue franco-allemand. C'est important aussi de continuer à échanger, comme on le disait, avec les représentants du ministère allemand de l'économie et de l'énergie et du ministère français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Ce sera donc à 11h45. Donc voilà, il est 11h24. Donc on a environ une vingtaine de minutes de pause café virtuelle. Et donc à tout à l'heure, 11h45 précise pour la reprise de cette 8e édition du Forum franco-allemand de l'énergie.